le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme d'hab, toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter cette page internationale. À Jacmel pour le grand journal, Journal François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Drame de Melilla, une mission d'information marocaine a conclu mercredi à la mort par asphyxie des exilés africains qui ont péri dans des bousculades lors d'une tentative d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla, fin juin, mettant hors de cause les forces de l'ordre. Voici un reportage signé Euronews. Près de 3 semaines après la tragédie au cours de laquelle plusieurs dizaines d'exilés sont morts en tentant d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla, un rapport marocain a mis hors de cause les forces de l'ordre marocaines ce mercredi après avoir conclu à des morts par asphyxie lors de bousculades. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, l'organisme officiel chargé d'enquêter sur les lieux après le drame, a confirmé la mort de 23 migrants à la suite de la tentative de passage vers Melilla. Certaines ONG espagnoles avancent quant à elles le chiffre de 37 morts. La présidente du Conseil national des droits de l'homme a également déclaré qu'aucun corps n'a été enterré et qu'il a été décidé d'effectuer des autopsies pour déterminer les circonstances des décès. Après l'examen des cadavres, le docteur Adil El Seimi, ici à l'image, qui a pris part à la mission d'information du Conseil national des droits de l'homme, a dit privilégier la piste de l'asphyxie mécanique comme cause des décès. Il préconise toutefois d'attendre les résultats des autopsies qui sont toujours en cours. Concernant l'usage excessif de la violence de la part des forces de l'ordre, dénoncé par les Nations Unies, l'Union africaine et des ONG, le Conseil national des droits de l'homme a argué que la répression faisait suite au danger du nombre important de migrants armés de bâtons et de pierres. Le 24 juin dernier, environ 2000 exilés ont tenté de forcer le passage à la frontière avec l'enclave espagnole de Melilla à partir de la ville marocaine de Nador. Ce drame migratoire est le plus meurtrier jamais survenu lors des tentatives de pénétrer dans les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta. La crise des céréales ukrainiennes, réunion du quartet Russie, Ukraine, ONU, Turquie à Istanbul. Voici un reportage à CDAL 24 News. Sous les auspices des Nations Unies, des délégations d'Ukraine, de Russie et de Turquie discutent à Istanbul des moyens d'exploiter les voies maritimes pour les exportations de céréales ukrainiennes, dans le but de libérer 20 millions de tonnes de céréales qui sont actuellement bloquées dans les ports de la région d'Odessa. Si Moscou confirme les pourparlers pour libérer les céréales ukrainiennes, Kiev avance pour sa part que les négociations s'annoncent compliquées et le blocage risque de faire tripler les réserves du pays. De son côté, Istanbul multiplie les efforts diplomatiques pour faciliter la reprise des livraisons. Ces efforts n'ont pas permis de débloquer la situation. Moscou exige de pouvoir inspecter les navires, ce que rejette en bloc Kiev. Le temps presse. Cette réunion confidentielle intervient dans un contexte de hausse mondiale des prix des denrées alimentaires, qui fait peser des risques de famine, en particulier en Afrique et en Asie. L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et d'autres céréales. Il s'agit d'établir des couloirs sécurisés permettant leur transport. Avant le conflit russo-ukrainien, l'Ukraine, puissance agricole, prévoyait de fournir cette année environ 12% du blé exporté dans le monde et plus de 16% du maïs. Mais les pénuries de carburant ont bouleversé son agriculture. Aujourd'hui, le problème le plus urgent est la difficulté à faire sortir les céréales du pays. En Côte d'Ivoire, l'état-major des armées de Côte d'Ivoire a livré ses précisions sur la présence de ces 49 militaires interpellés à l'aéroport de Bamako dimanche. Voici un reportage à CDAL Africa News.
La Côte d'Ivoire insiste, ces 49 militaires arrêtés à l'aéroport de Bamako dimanche étaient bel et bien en mission officielle au Mali. Mercredi, l'état-major des armées du pays s'est exprimé sur le sujet, alors que la version de l'ONU comporte encore des zones d'ombre. Pour soutenir ces deux contingents qui se trouvent à la MINUSMA, c'est-à-dire la compagnie de Mopti et le bataillon de Tombouctou, donc pour soutenir ces deux détachements, a eu besoin, après autorisation de l'ONU bien sûr, et à l'issue d'un protocole d'accord avec la société SAS, a eu besoin d'installer une NSE, en anglais c'est National Support Element, c'est-à-dire les éléments de soutien, donc a eu besoin d'installer cette NSE-là à Bamako, compte tenu du fait que c'est la capitale, donc comme une base logistique avancée. Abidjan a depuis appelé à la libération sans condition de son contingent. Alors que Bamako campe sur sa position, pour les autorités maliennes, ces éléments armés sont de mercenaires. Pourquoi nos hommes sont déployés avec leur armement? Le MOU signé avec l'ONU nous autorise à détenir des armes pour nous protéger et protéger les installations qui nous abritent. Les détachements sont donc engagés avec leur armement. Et je vous rappelle qu'il s'agit quand même de terrorisme au Mali. Pour l'heure, les couteaux restent tirés entre Bamako et Abidjan. Reste peut-être à l'ONU d'offrir ses bons offices. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa est en route pour Singapour jeudi et devrait y rester pour le moment, selon une source gouvernementale sri-lankaise, après sa fuite de Colombo vers les Maldives. Voici un reportage à signer France 24. Installés depuis plus de 5 jours dans le palais présidentiel, ces manifestants évacuent les bâtiments publics dans le calme, mais jurent de poursuivre leur combat. Nous ne voulons pas prendre le pouvoir dans le bâtiment, nous voulons juste chasser le régime de Rajapaksa. Déjà, Gota Rajapaksa a quitté le pays, il n'a donc aucun pouvoir au Sri Lanka. Nous avons donc retrouvé notre pouvoir, c'est pourquoi nous partons du bâtiment. En fuite depuis l'arrivée des manifestants, le président Gotabaya Rajapaksa a rejoint Singapour ce jeudi sans remettre pour autant sa démission officielle. Malgré son départ, les tensions restent vives, notamment dans la capitale Colombo. Après les violents affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants mercredi soir, des troupes sont arrivées en renfort et veillent à l'application d'un nouveau couvre-feu en vigueur jusqu'à vendredi matin. Les contestataires ne comptent pas s'arrêter là. Ils appellent désormais à la démission du Premier ministre. Gotabaya Rajapaksa, Ranil Wickremesinghe ne savent pas comment s'occuper des gens parce que tout est perdu. Partout, on se bat à cause de pénuries de nourriture, d'argent. Le Premier ministre, nommé président par intérim, a promis de se retirer une fois qu'un nouveau gouvernement sera mis en place. Mais la population, poussée à bout par des mois de privation, exige une refonte complète de l'administration qui a mené le Sri Lanka à cet effondrement économique. Zoom sur la guerre en Ukraine. Que se passe-t-il dans le monde? Pourquoi les nouveaux maîtres du monde ne sont ni européens ni américains? Et comment les institutions internationales, ONU, FMI, etc. sont purement et simplement en train d'être remplacées? Voici un extrait de l'émission sur Sud Radio. Jacques Sapir, vous dites la Russie et les BRICS développeraient un nouveau instrument de réserve potentiellement alternatif au CDR du Fonds SDR du Fonds monétaire international. Je rappelle que les BRICS, c'est Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Hein, c'est bien ça. Alors, de quoi s'agit-il? Justement, parce qu'on parlait un peu, peut-être prématurément, de la dédollarisation du monde, mais là, on parle quand même d'une espèce de ligne de fracture qui est en train de se faire, apparemment. Oui, en fait, on parle de deux choses différentes. Une chose, c'est l'inquiétude qui s'exprime même maintenant au sein du Fonds monétaire international sur une crise du système monétaire international, autrement dit du système dollar dans lequel nous sommes depuis 1973. Et là, l'un des directeurs du Fonds monétaire international
international dit en fait, ce sont les mesures américaines et occidentales qui ont été prises, comme par exemple le gel des avoirs de la Banque centrale de Russie, qui vont inquiéter inquiéter les autres pays et qui risquent de pousser ces autres pays à sortir massivement du système dollar. En disant ce qu'ils ont fait aux Russes, ils peuvent nous le faire exactement. C'est ça. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un point plus constructif, c'est le fait que, et depuis un certain nombre d'années, les pays des BRICS réfléchissent sur la constitution, alors c'est un projet à long terme, d'un fonds monétaire des BRICS. Autrement dit, de quelque chose qui serait une alternative au Fonds monétaire international. Et pour cela, il faut commencer à créer l'équivalent d'un instrument comme les droits de tirage spéciaux, en anglais les SDR, pour que les pays qui soient membres de ces systèmes puissent emprunter à ce nouveau fonds. C'est là où on en est actuellement. Autrement dit, ce dont on réfléchit, c'est à constituer un système alternatif qui permette à des pays d'emprunter hors du dollar, hors des monnaies qui sont rattachées au dollar, l'euro, la livre sterling, etc., et de pouvoir utiliser ça pour leurs investissements, soit pour régler des crises de liquidité à court terme ou pour investir à plus long terme. Et faire presque une banque centrale aussi, enfin il y aurait une banque centrale ou pas Alors non, pour l'instant non. Ce qui est plutôt visé, c'est la constitution, je vous dis, de l'équivalent du Fonds monétaire international, mais au niveau des pays des BRICS, dont il faut préciser qu'il y a maintenant des nouveaux candidats. L'Argentine est candidat pour rejoindre les BRICS, l'Indonésie est candidat pour rejoindre les BRICS, et il ne serait pas étonnant que... C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltor pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, les capitales des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo. Boston, 78 degrés Fahrenheit, 26 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.